Nous sommes en 2001, un mardi matin, et c'est l'11e jour du mois de septembre. Il est à peine 8h14 sur la côte est des États-Unis. Les New-Yorkais entament leur routine matinale. La plupart d'entre eux se dirigent vers les stations de métro pour se rendre au travail. Pour ceux qui ont des enfants, il s'agit de les accompagner à l'arrêt de bus ou à l'école. Au même moment, George Bush, à l'époque président des États-Unis, était en visite dans une école primaire en Floride. Loin de se douter qu'il s'apprête à vivre la journée la plus éprouvante de sa vie. Alors qu'il écoutait un élève de 2e année terminer sa lecture, son chef de cabinet s'approche discrètement et lui chuchote à l'oreille que l'Amérique est attaquée. « 19 terroristes viennent de détourner 4 avions de ligne. Les 2 premiers sont projetés contre les tours jumelles du World Trade Center à New York. » Alors il est important de rappeler qu'en 2001, New York incarnait la puissance américaine sous de multiples facettes. Capitale économique et financière, métropole vibrante, ville qui ne dort jamais et symbole du rêve américain. Alors attaquer New York revenait donc à attaquer la force des États-Unis. Le 3e avion, lui, s'écrase sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord ainsi que plusieurs employés. Le 4e avion, lui, en route vers la capitale fédérale, s'écrase en rase campagne quelque part ici, après que des passagers et des membres d'équipage ont tenté de reprendre le contrôle de l'appareil. Et en seulement 1h16, les États-Unis viennent de vivre l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré. Près de 3000 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Le tragique événement est par la suite revendiqué par le groupe Al-Qaïda, dirigé par un certain Oussama Ben Laden. Les États-Unis réagissent rapidement et lancent quelques semaines plus tard une intervention en Afghanistan, bastion du groupe terroriste. Leur but était de capturer Oussama Ben Laden, détruire l'organisation d'Al-Qaïda et renverser les talibans. Une guerre qui va par la suite durer 2 décennies. Mais cette vidéo ne porte pas sur les événements du 11 septembre, bien qu'il nous aide à mieux comprendre la suite de l'histoire que je veux vous raconter. Ceci est plutôt une vidéo sur l'autre guerre, celle que personne n'a vu venir. Le 19 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, sous prétexte que Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda et possédait des armes de destruction massive. Cette invasion va officiellement durer 8 ans, et pendant ces 8 années, ils vont dicter les ordres dans le pays. Ils décident de qui va diriger le pays et traquent les dignitaires de l'ancien régime. Celle-ci est l'autre guerre dont je veux vous parler, montée de toutes pièces par l'administration Bush. Une guerre fondée sur le mensonge, qui a causé la déstabilisation de toute une région et contribué à la montée en puissance du terrorisme dans le monde. Et pire encore, elle a causé la mort de centaines de milliers d'innocents. Alors laissez-moi vous montrer comment un petit groupe armé du pouvoir qu'il détenait a décidé de renverser un président, d'occuper son pays et inventer une histoire pour justifier leur plan. Nous sommes au lendemain de l'attentat, le pays est sous le choc et la question que tout le monde se pose est qui a bien pu commettre un acte aussi horrible? Il était déjà clair pour tout le monde au sein des services d'intelligence qu'Al-Qaïda était l'auteur de l'attentat. Mais quelque chose de très surprenant se produira au sein de l'administration Bush. Donald Rumsfeld, alors secrétaire à la Défense, déclare dans ses propres mots « Nous devons bombarder beaucoup de choses pour montrer notre puissance ». Alors pendant une réunion secrète à la Maison Blanche, Bush demande à Richard Clark, son coordinateur national à la sécurité et le contre-terrorisme, de trouver un lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Ce dernier, choqué par ce qu'il vient d'entendre, rend public les résultats de son enquête de renseignement. Il a noté le large fossé idéologique entre les dirigeants irakiens et Al-Qaïda, concluant que les preuves de leur lien étaient très faibles. Il expliquera d'ailleurs lors d'une interview quelques années plus tard que Bush semblait irrité et qu'il avait rejeté la première version du mémo parce qu'il n'aimait pas ses conclusions. Regardez bien ce document. Il contient des notes prises lors d'une rencontre secrète entre le directeur de la CIA, George Tenet, et celui des services de renseignement secrets anglais, Richard Dearlove, lors de sa visite à Washington en été 2002. Une rencontre pendant laquelle le directeur de la CIA lui expose en détail les plans d'une future invasion de l'Irak. Dearlove retournera au Royaume-Uni et rapportera toutes ces informations à son premier ministre, Tony Blair. Il rendra compte de tout ce qu'il a entendu à Washington.
que l'action militaire était désormais perçue comme inévitable, que Bush souhaitait éliminer Saddam Hussein par une intervention militaire justifiée par la combinaison du terrorisme et des armes de destruction massive. Ce document que vous voyez là était censé être secret et uniquement destiné à une infime partie de l'élite anglaise. Il a ensuite fuité et a été publié en 2005 par le journaliste et auteur Michael Smith. Toute cette histoire est juste incroyable. Pour mieux la comprendre, il faut qu'on analyse un autre document top secret, rédigé quelques semaines seulement après l'attentat. Paul Wolfowitz, secrétaire adjoint à la défense, rédige ce document pour son patron, Donald Rumsfeld. Rumsfeld ajoute ses propres annotations au document avant de rencontrer un général de l'armée. Des notes qui nous donnent un aperçu de ce à quoi il pensait réellement. Vous pouvez remarquer des phrases telles que « focus sur les armes de destruction massive »,« trouver une justification pour un changement de régime » ou encore « renverser le gouvernement ». Un gouvernement qui leur a pourtant été très utile à l'époque. Saddam Hussein et les États-Unis ont longtemps été alliés. Ils l'ont d'ailleurs soutenu pendant sa guerre contre l'Iran dans les années 80. Mais il est devenu très rapidement une source de problèmes dans la région, notamment lorsqu'il a fait la guerre au Koweït, un pays sous la protection des États-Unis. Il a même été accusé d'avoir potentiellement planifié la mort du père de George Bush. Alors ils voulaient se débarrasser de lui et installer un régime plus favorable à leurs intérêts. Mais déclencher une guerre contre notre pays n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Comme le montre le document de l'adjoint à la défense, il fallait répondre à plusieurs questions cruciales. Comment initier les hostilités? Devait-il associer Saddam Hussein à une menace qui effrayait les Américains comme les événements du 11 septembre ou construire un récit autour des armes de destruction massive? Quels pays peuvent-ils convaincre de soutenir leur invasion? Mais surtout, le plus important, comment mettre en place une campagne médiatique capable de façonner l'opinion publique en leur faveur? En d'autres termes, comment vendre la guerre? The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. À partir de janvier 2002, le président Bush commence à préparer le peuple américain à une guerre contre l'Irak. Lors de son discours syndical, il évoque la menace d'un axe du mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Comprenant l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Il affirme qu'il s'agit de nations voyous parrainant le terrorisme et qu'il est impératif de combattre le mal pour garantir leur sécurité nationale. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Dès l'été 2002, le plan mis en place par l'administration Bush commence à prendre de l'ampleur. Ils avaient compris mieux que tout le monde que plus un mensonge est répété, plus il devient réalité. One option that we do not have is to do nothing. The one choice we don't have is to do nothing. Doing nothing is no longer an option. Et cette stratégie est clairement détaillée dans le mémo du Downing Street. Ce document dans lequel le directeur du MI6 expliquait à Tony Blair que l'intervention militaire était considérée comme inévitable, que les renseignements et les faits étaient manipulés, et surtout qu'il y a eu très peu de discussions sur les conséquences de l'intervention militaire. Ce document nous montre que l'administration Bush a mis l'accent sur deux points clés pour créer un sentiment d'urgence et de danger imminent. D'abord, les armes de destruction massive prétendument détenues par l'Irak, puis les liens de Saddam avec Al-Qaïda et l'attentat du 11 septembre. Ces accusations ont été relayées avec force par les médias. Le plus surprenant, c'est que la stratégie s'est révélée très efficace. Car avant la fin de l'automne 2002, la majorité des Américains étaient favorables à une invasion de l'Irak, voyant désormais ce pays non seulement comme une dictature répressive, mais aussi comme une menace grave pour la sécurité nationale américaine. Sauf que toutes ces accusations étaient fausses. Et ça, l'administration Bush le savait. Regardons un autre document rédigé par les services de renseignements américains, dans lequel ils concluent que leurs évaluations reposent principalement sur des hypothèses analytiques et des jugements, plutôt que sur des preuves concrètes. Le rapport poursuit en indiquant qu'ils ne disposaient d'aucune preuve solide concernant les installations liées aux armes de destruction massive. De plus, ils ne connaissaient aucune installation où Saddam Hussein produisait ou testait des armes biologiques. La principale source de toutes ces affirmations provenait de l'interrogatoire d'un membre haut placé d'Al-Qaïda, un certain Ibn al-Shayr el-Libi. Mais les services de renseignements américains avaient jugé ces déclarations douteuses, car ils n'avaient pas pu fournir de détails crédibles sur les types d'armes, les Irakiens avec qui il aurait été en contact ou l'emplacement des réunions. De plus, ces aveux avaient été obtenus sous la torture. Et malgré tout cela, ils continuent à chanter le même refrain. We know they have weapons of mass destruction. There isn't any debate about it. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Mais ils savaient que convaincre le peuple n'était pas suffisant pour aller en guerre. Il fallait également obtenir l'approbation du Congrès.
Pour convaincre le Congrès, l'administration Bush a recouru à des tactiques de pression politique afin d'obtenir un soutien majoritaire. Des responsables de haut niveau, y compris le président Bush lui-même, ont multiplié les discours devant les législateurs, évoquant des scénarios catastrophiques où l'Irak utiliserait des armes chimiques, biologiques, voire nucléaires contre les États-Unis et leurs alliés. Facing clear evidence of peril, we cannot wait for the final proof, the smoking gun. That could come in the form of a mushroom cloud. En réponse, les dirigeants du Sénat exigent une évaluation immédiate des services de renseignement nationaux, dans le but d'obtenir une analyse complète de la situation. Il s'agit d'un rapport rédigé par l'ensemble de la communauté du renseignement, destiné à aider le Congrès à prendre des décisions éclairées. Dès lors, lui et la CIA se mettent à élaborer un rapport correspondant à leur version des faits. Ils produisent ainsi un rapport fortement expurgé, remis au Congrès, dans lequel figurent les mêmes accusations qu'ils répétaient depuis le début. Et en l'espace de 2 semaines, Bush et son administration réussissent à convaincre les législateurs. Et le Congrès adopte une résolution conjointe l'autorisant à aller en guerre contre l'Irak. Ils ont convaincu le peuple américain, ils ont obtenu l'approbation du Congrès. Il ne reste plus qu'à obtenir le soutien de la communauté internationale. En décembre 2002, Bush tient un discours poignant devant le Conseil national de sécurité de l'ONU. Un discours au cours duquel il les exhorte à agir rapidement. The Security Council resolutions will be enforced. The just demands of peace and security will be met, or action will be unavoidable. Malgré les réticences de nombreux pays, il réussit à rallier le soutien de certains, dont le Royaume-Uni. This is the time for this House, not just this government or indeed this Prime Minister, but for this House to give a lead, to show that we will stand up for what we know to be right, to show that we will confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk. Mais ils feront face à un problème majeur. Ils doivent se plier au processus de l'ONU, un processus pour lequel ils n'avaient clairement aucune patience. Le 8 novembre 2002, le Conseil national de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1441, exigeant que l'Irak rende compte de ses armes de destruction massive et permette aux inspecteurs de l'ONU de vérifier leur destruction. En fait, c'était une chance pour Saddam Hussein de prouver que toutes les accusations contre lui étaient fausses. Mais l'administration Bush jouait cette carte en espérant que l'Irak refuse de coopérer. Sauf que l'Irak accepte de recevoir les inspecteurs de l'ONU. L'équipe dirigée par Hans Blix avait pratiquement carte blanche pour fouiller l'Irak en profondeur. Après 4 mois de recherche et plus de 700 inspections, effectuées sur environ 500 sites différents, 4 rapports ont été présentés à l'ONU, tous concluant qu'aucune arme de destruction massive n'avait pu être trouvée. Mais par contre, ils disent avoir trouvé 2 choses. D'abord, ils ont trouvé des missiles balistiques, que l'ONU a jugés illégaux en raison de leur portée qui dépasse les limites autorisées. Ils doivent donc être détruits par l'Irak. Puis des armes chimiques qui, selon le gouvernement irakien, ne peuvent être expliquées. Cependant, Blix insiste sur le fait que cela ne prouve en aucun cas leur existence, mais indique simplement qu'ils ont besoin de plus de temps pour clarifier les incohérences dans leurs déclarations. Et cette erreur était exactement tout ce dont l'administration Bush avait besoin pour justifier son invasion. Lui, c'est Colin Powell. C'était le secrétaire d'État à l'époque. Il était l'un des membres les plus respectés de l'administration Bush. Il prendra la parole devant le Conseil de sécurité nationale de l'ONU, soutenu par une présentation PowerPoint. Son discours marquera un tournant décisif dans la décision d'envahir l'Irak. Il viendra avec des photos qu'il prétend être celles d'installation d'armes mobiles et diffusera des enregistrements audio censés prouver que les Irakiens dissimulent leurs armes. Il affirmera ensuite que ces preuves démontrent clairement que l'Irak viole la résolution de l'ONU, exigeant son désarmement. My colleagues, we have an obligation to our citizens. We have an obligation to this body to see that our resolutions are complied with. Pourtant, ces affirmations contredisent les conclusions des inspecteurs en désarmement, qui, après des centaines et des centaines d'inspections, n'ont trouvé aucune preuve justifiant une invasion. Le président Bush rejette ces accords et déclare que les équipes d'inspection n'ont pas besoin de plus de temps, ni de plus de personnel, et insiste sur le fait que les inspecteurs de l'ONU devraient immédiatement quitter l'Irak. Puis, le 19 mars 2003, il réalise enfin ce qu'ils avaient projeté 18 mois auparavant. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Deux mois après l'invasion, Bush proclamera la victoire sur un navire aéronaval, avec cet immense panneau qui dit « Mission accomplie ». In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Mais lorsque nous observons ce qui s'est passé par la suite, leur mission fut en réalité un échec. Aucune arme de destruction massive n'a jamais été découverte, ni aucun lien entre Saddam Hussein, Al-Qaïda, l'attentat du 11 septembre. Colin Powell, le secrétaire d'État qui a joué un rôle clé dans la justification de cette guerre, déclara plus tard qu'il regrette son implication. And as I've said on many occasions, I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. Cette histoire illustre clairement comment fonctionne réellement le pouvoir dans notre monde. Qu'un petit groupe d'individus animés par leur pouvoir est prêt à tout pour satisfaire leur ego, peu importe les conséquences. L'invasion de la Libye quelques années plus tard en est une preuve supplémentaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à la regarder. Vous comprendrez à quel point ces deux histoires sont similaires. Ils n'arrêteront jamais. Et le plus révoltant, c'est qu'aucun d'entre eux ne sera jamais tenu responsable de leurs actes.